Hey, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très très bien et surtout, je suis trop contente de revenir avec une vidéo un peu de la base pour moi, qui est un bilan culturel. C'était une vidéo qu'avant je faisais une fois par trimestre et là, ça fait quasiment un an que j'en ai pas fait. Donc on va commencer sans plus tarder parce que j'ai plein de choses dont j'aimerais vous parler. Je vous rassure, je vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lus, tous les films que j'ai vus, etc. Mais juste de 2-3 petits trucs qui m'ont marqué par-ci par-là. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à me le dire en commentaire et à pas hésiter à me dire si vous avez aimé, si ça vous a donné envie, pas envie, etc. On commence tout de suite avec la partie livre. Je suis allée compter sur Goodreads, où je vous invite à me suivre d'ailleurs si vous voulez suivre plus en détail les avis que je donne sur chacun des livres, puisque j'écris des petites reviews, tout ça, je prends le temps de le faire. Et en fait, j'ai lu 27 livres depuis la dernière vidéo, ce qui est quand même gigantesque en fait. Moi qui pensais ne plus lire beaucoup, bah finalement il s'avère que si. Mais j'ai décidé de vous en parler de 4, dont une qui est une saga qui compte déjà 7 livres, donc bon. Je vais vous parler de 2 livres de non-fiction et de 2 livres un peu plus fiction, dont une fanfiction. Et je vais commencer avec la saga que je lis depuis le début de cette année, qui s'appelle Zodiac Academy. C'est une saga de Caroline Peckham et Suzanne Valenti, il me semble, dans laquelle on va suivre 2 adolescentes qui sont majeures, il me semble, et qui vivent dans le monde des mortels, jusqu'à ce qu'un jour, il y a un drôle de personnage du nom de Orion qui débarque dans leur petite vie misérable et qui leur dit... vous allez me suivre en fait parce que vous êtes des faées. Et elles vont être transportées dans une académie, la Zodiac Academy, dans le monde des faées. Et elles vont découvrir leurs pouvoirs, comment ça marche, etc. Et j'ai beaucoup aimé pour plein de raisons. Déjà, c'est une romantaisie à fond. L'histoire est hyper prenante. Le premier tome, beaucoup de choses m'ont dérangé. Et dans la suite, parfois aussi, j'avoue. Mais c'était tellement addictif. Enfin vraiment, si vous aimez les trucs un peu, pas clichés non plus, mais tout ce à quoi on peut s'attendre dans une romantaisie, du enemies to lovers, le fait que ça va lentement dans la romance, on retrouve de tout. Et ce que j'ai beaucoup aimé pour le coup, c'est que même si c'est une romantaisie, l'histoire derrière, la fantaisie, elle existe quand même, dans le sens où il y a une vraie intrigue qui se suit et qui a un intérêt et on a envie de savoir ce qui va se passer. Et tout le système de magie, etc., il est quand même assez bien construit. Alors on a un peu l'impression que les autrices se sont dit qu'elles allaient prendre par-ci par-là tout ce qu'elles trouvaient de cool et tout mettre dedans, puisqu'on a à la fois... Donc un système de magie qui fonctionne sur les signes astrologiques, un système de magie sur les 4 éléments, genre air, terre, eau, feu, un système de magie sur vous appartenez à un ordre, donc vous pouvez être une licorne, un minotaure, un dragon, enfin voilà, bref, il y a un peu de tout, il y a des vampires, il y a des loups-garous, mais franchement j'aime beaucoup et j'ai enchaîné les 6 premiers tomes à une vitesse incroyable, sachant que il y en a qui font quand même 1000 pages et que c'est en anglais. Et ok, je me débrouille à peu près en anglais puisque j'arrive à tout lire en anglais, mais je suis forcément plus lente qu'en français quoi. J'en suis au tome 7 actuellement, j'avoue je l'ai un peu mis en pause parce que j'ai eu une période assez chargée au niveau des cours etc. Mais là je vais le reprendre. C'est une saga où il y a 9 tomes et j'avoue que j'ai un peu peur de la fin parce que j'ai l'impression que elles ont peut-être un peu profité du fait que ça marchait pour tirer le fil jusqu'au bout. Mais on va voir, pour l'instant ça me dérange pas. Le tome 9 sort en avril donc voilà, le but c'est de finir ça au plus vite après, mais j'ai trop aimé en tout cas. Et malheureusement si vous le lisez qu'en français je crois que c'est pas disponible. Ensuite, je vais vous parler du premier livre de non-fiction dont j'aimerais vous parler, qui est un livre que j'ai lu pour les cours, donc pas très fun. Mais je veux vous en parler parce que c'est un livre qui m'a fait me poser beaucoup de questions, qui est Growth for Good de Alessio Terzi. C'est un livre qui ne m'a pas plu, enfin honnêtement je lui ai mis la note de 2 étoiles sur 5 il me semble. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce qui est défendu dedans, c'est un peu la croissance verte, comment le capitalisme peut perdurer dans un monde en difficulté lié au changement climatique. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'arguments fallacieux, etc. dedans, mais c'est un livre qui est quand même pas mal apprécié, il me semble, dans la sphère des gens qui croient à la croissance verte. Et du coup, je voulais juste en parler pour dire que parfois, je trouve ça assez intéressant de se forcer à lire des livres qui, à première vue, nous plairaient pas, parce que, bon, du coup, il m'a vraiment pas plu, mais... J'ai quand même appris des choses parce qu'en fait à chaque fois qu'il disait un argument où je me disais mais ça m'a l'air d'être n'importe quoi, je me forçais à aller chercher un contre-argument et du coup de fil en aiguille j'ai énormément développé ma pensée au sujet de la croissance verte, la décroissance, le capitalisme etc. Et même si j'ai pas fait une thèse à ce sujet ni écrit un livre, j'ai trouvé que c'était assez positif. Donc même si je vous encourage pas forcément à lire ce livre, enfin surtout si ça vous intéresse pas trop ou que vous avez pas forcément envie de lire un livre sur la croissance, juste le fait de prendre le temps de lire des livres qui sortent de l'ordinaire et sortent de ce en quoi on croit, je pense que c'est quelque chose d'assez positif quand même. Voilà, c'était ma petite réflexion. Et on repasse sur de la fiction. Alors là, voilà. Il faut que je vous avoue, je lis peu de fanfiction, mais il y a quelques années, je crois que je vous en avais déjà parlé, j'avoue, j'aimais beaucoup les fanfictions. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai lu une fanfiction de Ramion par un pur hasard, hein, mais qui a été
une des meilleures lectures de mon année et je pense une des meilleures lectures de ma vie, limite, alors que je lis vraiment beaucoup de livres quand même et qu'une fanfiction en général c'est pas l'apogée de la prose, de la plume des auteurs et autrices. Bah là j'avais été assez impressionnée et en fait je me suis rendu compte que des fois j'avais des petites envies voilà, de fanfiction Dramion et pour une raison que je pense très simple, c'est que parfois, quand on lit un livre, forcément, il faut mettre tout le contexte en place parce que c'est un nouveau monde. Si ça se passe pas dans le monde réel, il faut mettre en place le système de magie, etc. Et ça peut prendre du temps. Et l'avantage d'une fanfiction qui se passe dans un univers existant déjà, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer tous les personnages, les relations entre eux, etc. Et ça laisse le temps de développer beaucoup plus d'autres aspects des relations, du monde, des questionnements, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui me plaît. Mais là, j'en ai lu une à la fin de l'année dernière, il me semble, qui est Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love. Et j'ai trop aimé parce que la dernière fanfiction que j'avais lue avant, c'est une fanfiction qui littéralement m'avait explosé le cœur. Hein. Vraiment, je me sentais vide, j'avais pleuré. Et là, c'était un peu réconfortant. C'est une histoire assez mignonne. Je me rappelle même plus de tout, honnêtement. Mais pour diverses raisons, Draco et Hermione se retrouvent à travailler l'un avec l'autre sur des missions, à enquêter sur des choses pour sauver l'humanité, enfin plutôt le monde des sorciers il me semble, peut-être les deux, je sais plus exactement. De fil en aiguille, voilà, il y a une relation qui se forme sans que ce soit vraiment voulu, vous vous doutez de ce qui arrive et j'ai adoré, voilà. C'est aussi simple que ça. Et le dernier livre dont je veux vous parler, qui est aussi un livre de non-fiction mais que cette fois j'ai beaucoup aimé, mais qui m'a un peu parfois remué, disons, c'est Voir son steak comme un animal mort de Martin Gibert, il me semble. Et c'est un livre qui traite du véganisme. Je suis pas végane, je suis végétarienne à 99% du temps, c'est-à-dire qu'à peu près une fois par mois, je m'autorise à manger du poisson. Je pense que pour plusieurs raisons, je pourrais jamais être végane, mais je trouve que c'est assez intéressant et important de se renseigner. Et ce livre a plein de défauts, parce que je trouve que des fois, il prend des choses un peu pour acquises et il permet pas vraiment de répondre à tous les arguments qu'on peut reprocher au véganisme, etc. Mais il ouvre aussi des portes sur des sujets qu'on évoque rarement et qui, moi, m'ont fait me questionner sur ma façon de consommer quand même, alors que je suis déjà végétarienne depuis genre plus de 3 ans maintenant, je crois. Et c'est un livre que je vous conseille si vous vous posez des questions, même si vous mangez de la viande, ça va un peu vous remuer de l'intérieur. Alors c'est pas très facile. Encore une fois, c'est un livre qui permet de remettre ses croyances en question, ses habitudes en question, et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. C'est aussi simple que ça. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire et j'ai pas envie de développer tant que ça sur les livres parce que c'est juste pour vous donner un peu des trucs par-ci par-là que j'ai aimé. Voilà pour les livres. Pour les films, comme je vous avais dit à l'époque, j'ai toujours l'abonnement au cinéma et je vais vous parler de 3 films que j'ai vus plus ou moins récemment, mais en gros depuis le début de cette année 2024. Certains sont plus au ciné, mais il y a des plateformes qui permettent de les voir et sinon peut-être que dans certains ciné ça continue de passer. Le premier film dont je vais vous parler, c'est un film que j'ai vu il y a quelques mois et qui est un des plus beaux films que j'ai vu cette année. Alors certes, on n'est que fin mars, il y a encore énormément de mois et de films qui m'attendent, mais je peux déjà vous dire qu'il sera dans le top 10 de mes films de cette année et c'est Moi Capitaine, ou El Capitano, qui est l'histoire de 2 jeunes hommes qui partent du Sénégal pour rejoindre l'Europe pour plein de raisons, et on va suivre tout le trajet. Et en fait, ce qui était hyper fort, c'est que je suis hyper facilement émue au cinéma, mais là, ça m'a pris aux tripes d'une manière tellement profonde que j'ai pas versé une seule larme pendant le film. J'étais juste bouche bée et ça m'a fait ressentir des émotions et ça m'a fait aussi me poser des questions sur l'humanité profonde de... Qu'est-ce qu'on fait en fait? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi on est dans cette situation où il y a des gens qui sont prêts à prendre le risque de mourir pour traverser une mer, pour traverser des pays, sachant qu'ils prennent le risque d'être torturés, de s'éloigner de leur famille, sans même avoir la garantie qu'à l'arrivée ils vont être plus heureux et qu'ils vont réussir à construire une nouvelle vie. Et ce film est très fort parce qu'il montre pas forcément tous les aspects, mais il montre vraiment le trajet et la réalité de ce trajet, la difficulté et aussi les beaux moments. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est que oui, c'est un film dramatique, hein, mais il y a plein de fois dans la salle où on riait parce que ça montre des scènes de vie et que oui, des fois, même dans le malheur le plus profond, il y a des gens qui rigolent, il se passe des trucs bien. Et j'ai ressenti tellement d'émotions que... Enfin vraiment, c'est un film qui est magnifique. Allez le voir si vous en avez l'occasion. Et ensuite, sur une toute autre ambiance, parce qu'il faut un peu alterner des fois et que j'ai eu tendance à aller voir pas mal de films un peu déprimants ou alors intenses émotionnellement et j'ai parfois besoin d'autre chose, j'étais allée voir une petite rom-com et ça fait des années que j'avais pas vu de comédie romantique, et surtout que celle-ci, j'ai l'impression qu'elle revient vraiment aux bases, c'est-à-dire à tout ce qui peut être le plus cliché possible, et c'était Tout sauf toi, et j'ai adoré. Mais vraiment, pendant tout le film, j'avais le smile, et je suis sortie, j'étais heureuse, j'ai ajouté la musique du film à ma playlist directement, et genre si je veux être hypée, heureuse, danser dans ma salle de bain ou pendant ma douche, je mets cette musique et ça marche à tous les coups. Je vais pas vous faire un pitch, parce que c'est une comédie romantique, donc vraiment...
imaginez tout ce que vous pouvez trouver de plus cliché et c'est poussé à l'extrême, mais d'une manière qui est vraiment fun à regarder, agréable, mais genre ça se passe en Australie, sous un soleil incroyable. L'acteur principal et l'actrice principale, ce sont les plus clichés au monde, c'est-à-dire qu'ils sont hyper beaux, la fille est blonde, le gars est super musclé. Voilà, c'est pas un film que vous allez voir pour apprendre des choses, pour ouvrir une réflexion sur le monde. C'est un film que vous allez voir parce que vous avez envie de vous sentir bien et ça accomplit sa mission à 100%, donc pour moi c'est une réussite. Et c'est ce genre de comédie romantique dont parfois on a besoin. Bon, et le dernier film, je l'aborde juste pour vous dire que je l'ai vu et que si vous avez toujours pas regardé, bah il serait temps de vous y mettre. Mais c'est Dune. Je suis allée voir Dune 2 du coup au cinéma et moi j'avais adoré le premier film déjà. Je sais qu'il y avait des gens qui le trouvaient trop contemplatif, trop lent, où il se passait pas grand chose. Moi j'avais pas eu ce ressenti, mais alors du coup dans le deuxième encore moins. Et il se passe tellement de trucs. Ça me fait vraiment me poser des questions sur pas mal de choses, donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait un 3, parce que j'aimerais bien voir comment ça va tourner la suite. Mais franchement, trop bon film, magnifique. Enfin, en fait, le fait d'aller voir ce genre de film au cinéma, c'est assez incroyable parce que les scènes, on pourrait faire pause et juste admirer. C'est beau, les acteurs sont beaux, mais pas... Bon, oui, les acteurs sont beaux, genre Timothée Chalamet et Austin Butler sont beaux, mais dans le sens... Ils sont beaux même dans leur mocheté, genre parce qu'il y a des moments où certains acteurs sont moches, mais les scènes sont belles quand même. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique. Genre c'est le cinéma quoi. Et j'adore le cinéma. Et en parlant de cinéma, on peut enchaîner avec quelque chose qui est un peu différent, parce que pour le coup je le regarde pas sur grand écran, mais tout ce qui est animé, puisque récemment j'en ai vu plusieurs qui m'ont bien plu. Et j'ai notamment terminé hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, Les Carnets de l'apothicaire, la saison 1 qui est sortie. C'est un animé adapté d'un manga, un manga dont j'entendais parler depuis plusieurs années et qui avait l'air trop cool. Et franchement, c'est incroyable, j'ai adoré. Ce qui est trop bien, c'est que c'est un manga qui reprend un peu des codes du shoujo et un peu pas du tout en même temps. Déjà, l'animation est magnifique, les couleurs sont trop bien, mais l'intrigue est hyper intéressante, je trouve. On suit Mao Mao, qui est une jeune fille qui a grandi dans le quartier des plaisirs et qui, alors qu'elle est tranquillement en train de cueillir des plantes, se fait kidnapper et amener dans la cour royale pour rejoindre la cour quoi. Et en fait, il s'avère que Mao Mao, c'est une apothicaire qui est hyper douée, et du coup, de fil en aiguille, elle va se retrouver à aider des courtisanes un peu importantes, etc., etc. Et nous, on va suivre toute son histoire, son évolution dans ce palais royal, les rencontres qu'elle va faire, ce à quoi ça va l'amener, on va revenir sur son passé, sur son présent, sur son peut-être futur. C'est hyper intéressant parce que ça traite de sujets qui sont vraiment durs, parce qu'on parle du quartier des plaisirs et de tout ce qui peut se passer là-bas, donc... c'est pas très fun, mais on parle aussi d'enjeux d'être une femme, d'être malade. Enfin, franchement, je trouve que c'est assez incroyable parce que ça fait passer beaucoup de messages de manière très subtile et c'est hilarant. Et ça fait pleurer. Mais c'est hilarant surtout, dans le sens où il y a des petites... il y a une petite ambiance à la Spy Family, avec Anya qui a tendance à faire des grimaces, etc. Bah là, Mao Mao, elle est obsédée par les plantes. C'est un plaisir pour elle, les poisons, tout ça, ça la fait rêver, quoi, limite. Donc c'est-à-dire que des fois... on va lui dire tu vas devenir la goûteuse, quelqu'un qui est censé goûter les plats pour vérifier qu'ils sont pas empoisonnés. Et là où tout le monde est dégoûté de faire ça parce que tu prends énormément de risques, elle est trop contente parce que ça veut dire oh, je vais peut-être avoir le plaisir de goûter des poisons. Donc elle est un peu chelou et elle est géniale. Et vraiment c'est le genre de personnage que j'adore et qui rendent l'animé incroyable. Et là ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 2 en 2025 et j'ai trop hâte. Donc si vous savez pas quoi regarder en ce moment, regardez cet animé, je pense que ce sera un des meilleurs de cette année. Et avant ça, j'avais regardé la dernière saison de Demon Slayer, alors saison 3, saison 4, bon, on sait pas trop. Mais pareil, c'est un animé dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je pense que c'est typiquement le genre d'animé shonen, classique, qui fonctionne pour tout le monde, qui est beau, qui a des belles musiques, qui a une histoire qui est facile à suivre, mais qui est agréable, avec des personnages qui sont cool, qui sont stylés, qui ont des capacité incroyable et dont le rythme est bien, dans le sens où on n'a pas 10 épisodes sur un combat comme Naruto ou quoi, même si j'adore Naruto évidemment. Et le dernier arc était hyper bien, il y a des nouveaux persos qui arrivent, etc. J'ai beaucoup aimé. Donc pareil, si vous savez pas trop quoi regarder, je vous invite à le faire. Et un autre truc qui n'est pas un animé, mais que j'ai redécouvert un peu, c'est The Voice. Voilà, je n'ai jamais regardé The Voice de ma vie. Des fois je regardais des auditions à l'aveugle par-ci par-là, mais sans plus. Et j'adore Mika, et je sais pas, par hasard, j'ai vu qu'il était à nouveau jury cette année, je me suis dit, oh bah c'est cool, je peux regarder ça. Alors je regarde jamais en direct, mais en replay, genre pendant que je fais d'autres trucs, que je cuisine pendant la semaine et tout, vu que c'est vraiment un truc qui est quand même basé sur la voix et où on n'est pas obligé d'être devant son écran de A à Z, bah j'aime trop, et les gens sont trop forts. Dans ces moments-là, je me dis, j'aimerais trop savoir chanter, mais vraiment, je chante aussi bien que je parle mandarin. Et j'ai jamais essayé de parler mandarin, pour vous donner une idée. Et pour terminer, j'avais envie de faire une catégorie un peu pêle-mêle de tout ce qui est théâtre, sortie à Paris, escape game, etc. Puisque bah, je suis à Paris et j'essaye quand même de faire plein de trucs pour me faire plaisir,
En fait, j'essaie juste de grossir mon capital culturel à défaut de grossir mon capital monétaire. Et du coup, j'avais envie de vous parler de plusieurs choses que j'ai faites, vues, auxquelles j'ai assisté ces derniers temps. Et à commencer par un escape game, parce que j'adore les escape games. J'en fais un par mois avec ma petite troupe d'amis. Et un des derniers qu'on a fait, que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est le fléau du druide. Je vais pas vous spoiler l'histoire, mais juste si vous cherchez un escape game qui est assez intéressant, qui est dans un thème du coup un peu moyenâgeux, avec des beaux décors, pas mal d'énigmes différentes, un peu de fouilles, mais un lore aussi qui est hyper intéressant. Il y a légèrement du frisson, c'est trop bien. Enfin franchement c'est vraiment un des meilleurs escape games qu'on a fait, et on commence à en avoir un petit paquet derrière nous quand même. Donc ça c'était très cool. Et ensuite j'aimerais vous parler de la dernière pièce de théâtre que j'ai été voir, qui est Oublie-moi. C'est une pièce de théâtre qui a gagné 4 Molières, il me semble, donc c'est pas trop mal, je crois. Je veux pas trop spoiler, parce que pour le coup, ce sera toujours au théâtre quand cette vidéo sortira, mais juste, c'est une histoire d'amour où il se passe des choses, et l'acteur et l'actrice sont tellement bons pendant qu'ils saluaient. L'actrice était limite à deux doigts de verser des larmes, enfin ça se voyait qu'elle était pleine d'émotions. Ces émotions, on les ressentait vraiment pendant la pièce, et c'est exactement ce que je recherche au théâtre, parce que parfois le théâtre c'est un peu décevant, enfin je vais en parler d'ailleurs après, mais des fois c'est tellement fort, enfin vraiment j'ai rarement ressenti autant de sentiments devant une pièce, et c'était magnifique. Donc les Molières sont largement méritées, c'est une histoire qui est très belle, qui est assez dure quand même, hein. J'ai pleuré, et c'était la deuxième fois que je pleurais au théâtre, je crois, de ma vie. Et le décor est simple, mais la mise en scène est cool et tout, enfin... Franchement, c'est trop bien. Juste au tout début de la pièce, moi j'ai eu un peu peur parce que je savais pas trop vers quoi on allait. Et ce que ça donnait l'impression de vers quoi on allait, ça me faisait peur. J'ai vraiment cru que ça allait être gênant. Et en fait, pas du tout. Juste, ça m'a... Rien que d'y repenser, je suis émue, quoi. Et en parlant de pièces de théâtre qui nous déçoivent, j'en parle pour vous éviter de tomber dans les mêmes malheurs que moi. Je suis allée voir Tout va bien se passer, et c'était horrible. En fait, j'ai réservé cette pièce parce qu'on m'a conseillé d'aller la voir, et je n'avais aucune idée de ce dont ça parlait. J'avoue que je fais assez confiance aux gens qui m'entourent pour me dire « Allez !» Et là, c'était l'oncle d'un ami qui nous avait conseillé, donc on y allait. Et j'ai dit à des amis que j'allais voir cette pièce, et un d'entre eux m'a dit « Ouh là là, je pense que ce n'est pas fait pour toi. » Il m'a dit « Moi, je suis allée, j'ai détesté. Bon, j'avais payé ma place, et en vrai, j'aime le théâtre de manière générale. Je trouve ça toujours assez sympa comme expérience d'y aller, même si des fois ça se passe mal. Bah, on voit des acteurs, c'est cool, c'est marrant, on est entouré de gens, c'est un bon moment, quoi. » Je suis allée à cette pièce qui est quand même notée 4,7 ou 4,8 sur 5. Hein, donc franchement, je me disais, bon, peut-être qu'il exagère, quoi. Et je dirais que j'ai aimé 20-25%, où j'ai quand même un peu ri, etc. Mais vraiment, il y a des choses, on me dit, ça ne se fait plus, quoi. En gros, on va suivre 3 amis qui font en gros un enterrement de vie de jeune garçon, parce que y en a un qui va se marier. Et normalement, on est censé suivre en parallèle l'enterrement de vie de jeune fille. Mais oh, quel dommage, les actrices censées jouer les femmes ont pas pu venir. Et donc les acteurs jouent et les hommes et les femmes. Et en fait, c'est hyper gênant. Et limite, la partie où les hommes étaient déguisés en femmes était moins gênante, et c'est là que j'ai ri par moments. Mais quand ils jouaient les hommes, enfin vraiment, ça enchaîne des blagues sur « Oh, les femmes ne peuvent pas faire des créneaux. Oh là là, s'il y a des féministes extrémistes dans la salle, vous allez détester, machin, bidule chouette. » J'ai l'impression d'être dans les années 90, quoi. Je comprends pas que ce soit une pièce qui est autant mise en avant. Et en fait, je pense que le problème, c'est que le public qui va voir cette pièce, c'est un public qui aime ce genre d'humour, parce que les gens en rigolaient quand même la majorité du temps, et du coup, qui va bien noter la pièce, parce que si ça te fait rire, ça marche, quoi. Mais même là, il y a des moments où la salle a hué, parce que c'était n'importe quoi. Il y a plusieurs moments où tu voyais que tout le monde applaudissait pas et tout, donc... Potentiellement, ça va évoluer, mais j'avoue que j'étais un peu déçue parce que... Enfin, 4,7 ou 4,8 sur 5 et t'as des blagues comme ça? On est où? Enfin, voilà. Donc je vous déconseille d'aller voir cette pièce et de mettre votre argent là-dedans. Je pense qu'il y a mieux à voir. Et pour finir, j'ai été voir pour la première fois de ma vie un spectacle de danse, enfin, autre que spectacle de danse fait par ma sœur, quoi. Roméo plus Juliette, qui était au théâtre de Châtelet. Alors il y est plus, parce que je pense que c'est fini là et que c'était les derniers jours où j'allais le voir. Je vous mettrai le nom du chorégraphe parce qu'il est assez connu, je crois, mais j'avoue que je connais rien. C'était de la danse un peu moderne jazz, et j'avoue, pareil, je savais pas du tout de quoi ça allait parler. J'étais même pas sûre si c'était 100% un spectacle de danse avant d'y aller ou pas, mais si. C'est une sorte de Roméo et Juliette, mais où tu retrouves à peine les codes de Roméo et Juliette. Juste, ça se passe à Vérone, et on va suivre des jeunes adultes ou vieux adolescents qui ont l'air d'être un peu en marge de la société, je dirais, et qui se font plus ou moins interner. Et on va les suivre, et en fait, ils arrivent à trouver l'amour dans un monde où t'as l'impression que les adultes, c'est impossible pour eux d'aimer. Et c'était assez fort parce que je trouve que j'ai quand même compris quasiment toute l'histoire, alors qu'il n'y a pas une seule fois une parole prononcée, et que c'est que de la danse, mais c'est super bien fait. Juste, c'était parfois très
explicites dans les mouvements, etc. Donc c'est interdit au moins de 14 ans, enfin déconseillé au moins de 14 ans. Je savais même pas qu'un spectacle de danse pouvait être déconseillé au moins de 14 ans. Il y a des coups de feu, il y a un peu de violence, tout ça. Mais c'était ultra stylé. Et du coup, j'aimerais bien découvrir d'autres spectacles de danse. Je sais pas trop si c'est des trucs fréquents. Je me rends compte que là, je découvre plein de trucs en étant à Paris. Je savais même pas que ça existait, quoi. Mais j'ai trop aimé. Et je pense que je vais m'arrêter là. Parce que sinon je pourrais vous parler pendant des heures de plein de choses, mais l'idée c'était juste de faire une petite vidéo courte, aussi pour tenir ma résolution de faire une vidéo par mois. Mais là ça y est, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai terminé mon dernier examen de toute ma vie. Je vais avoir plus de temps et j'ai déjà plein d'idées de vidéos qui sont là-dedans et dans mon ordinateur aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu, entendu, écouté, regardé un peu ce dont j'ai parlé. Et si vous avez des choses à me conseiller aussi parce que je suis toujours preneuse. Donc je vous souhaite une très bonne journée, soirée, continuation et je vous dis merci.